L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale pour laquelle je reçois pour vous Maître Ayodele Aounou, avocat au barreau du Bénin, plusieurs fois lauréat du concours d'éloquence et de plaidoirie internes et internationaux, auteur d'ouvrages. Il est doctorant en droit public fondamental. Notons qu'il est le requérant en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle de la proposition de révision constitutionnelle proposée par le député Hassan Seibou. On en parlera au cours de cet entretien, notamment les motivations de sa démarche. Bonjour à vous, Maître Ayodele Aounou. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes le requérant de ce recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. D'entrée de jeu, dites-nous, quelles sont les motivations de cette démarche-là? Eh bien, je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à ce recours. Avant tout, je voudrais d'abord dire que vous m'aviez appelé maître. C'est vrai, je suis avocat, mais avant d'être avocat, j'ai été citoyen et je le demeure. Donc c'est justement en qualité de citoyen béninois que ce recours a été introduit. Alors, les motivations qui sont à l'origine de ce recours sont naturellement contenues dans le recours. Est-ce que vous voyez? Mais pour situer les circonstances dans lesquelles le recours est intervenu, vous le savez, vous êtes journaliste, que le 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle de notre pays a rendu une décision. Et cette décision a été rendue au terme d'un recours qu'un citoyen lui a adressé et qui élève devant la Cour, qui a élevé devant la Cour, la question liée au parrainage des candidats à la prochaine élection présidentielle de 2026. Alors, le requérant a estimé qu'en l'état des dispositions du code électoral, si elles demeurent telles qu'elles sont aujourd'hui, cela engendrerait une violation des légalités de tous devant la loi. Alors, la Cour, vous le savez, a déclaré la requête irrecevable, mais c'est par la suite saisie d'office de la question posée par le requérant. Et elle a recueilli, pendant l'instruction de sa cause, elle a recueilli les avis aussi bien du président de la République, qui a indiqué que le problème soulevé par le requérant est réel et a invité la Cour à utiliser sa sagacité, je reprends les mots du président, pour trouver une solution adéquate au problème. Alors, l'avis du président de l'Assemblée nationale a été également recueilli. Vous le relèverez à travers les éléments de la décision que le président de l'Assemblée nationale a aussi indiqué que ce que le requérant relève est pertinent et qu'il souhaiterait que la Cour utilise sa perspicacité pour pouvoir établir ou résoudre le problème.
Il en est de même pour le président de la Sénat, mais qui a ajouté que, à part les dispositions dont le requérant a fait mention dans sa requête, qu'il y avait d'autres dispositions sur lesquelles il serait bien que la Cour se penche. Alors, vous avez vu, à la fin, la Cour a réglé le problème de parrainage et a indiqué la voie à suivre. C'est-à-dire, plus précisément, la Cour a demandé à l'Assemblée nationale d'avoir révisé certaines dispositions du Code électoral et d'avoir à mettre d'autres... Lesquelles déjà, si vous pouvez le rappeler à nos amis internautes? Ah ben, il y en a un certain nombre, hein. C'est à partir de l'article 153-1-2. Bon, il y en a un certain nombre. Je crois que c'est... On ne peut pas tout évoquer ici. Non, c'est pédagogiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais il y a certaines dispositions qui, dans leur application, posaient un certain nombre de problèmes par rapport à l'égalité des maires. Et donc, la Cour a demandé que cette disposition-là soit révisée. Au niveau du Code électoral? Tout à fait, au niveau du Code électoral. Et elle est allée plus loin en demandant de mettre une autre en harmonie avec la Constitution. Alors, donc, c'était une décision que tout le monde a vue, que tout le monde a lue. Alors, par la suite, est intervenue la proposition de loi qui a été déposée par un député le 26 janvier, le vendredi 26 janvier, et qui demandait plutôt, en fait, qui soumettait plutôt à l'Assemblée nationale une proposition, non pas de révision du Code électoral, mais de la Constitution elle-même. Alors, lorsque nous l'avions lu, nous avons estimé, au regard des dispositions constitutionnelles qui sont encore en vigueur chez nous, que cette proposition de loi est contraire à la Constitution. Comment? J'en reviendrai puisque vous avez demandé les motivations de façon très brève. Alors, cette proposition est contraire à la Constitution en elle-même. Et notre recours n'est pas allé discuter la pertinence des dispositions constitutionnelles proposées. Alors, et donc, l'objectif, pour revenir à votre question, c'est de voir la Cour constitutionnelle déclarer la proposition de loi déposée le 26 janvier 2024 à l'Assemblée nationale, contraire à la Constitution, et subséquemment de dire que M. Hassan Seibou, au moyen de cette proposition de loi, a violé la Constitution. Et donc, voilà l'objectif. Voilà l'objectif. Avant de venir par rapport à comment vous estimez que cette proposition de loi est contre la Constitution, vous êtes affilié à un parti politique? Vous êtes membre d'un parti politique? Bon, vous savez, votre question me rappelle quelques opinions qui recueillissent ça et là sur les réseaux sociaux et qui, suite à notre recours, ont fait état de ce que je serais membre d'un parti. Je ne sais pas combien de partis. Je dirais que, vous savez, bon, ils ont parlé de BR, que je serais membre de BR. Vous connaissez les dirigeants de BR. Je ne sais même pas là où se trouve le siège. Je ne connais même pas quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour pouvoir être adhérent à ce parti. Pour vous dire de façon beaucoup plus précise, au jour où je vous parle, je ne suis affilié à aucun parti politique. Et l'acte que nous avons posé, s'il vous plaît, ce n'est pas un acte isolé, c'est d'abord un acte citoyen, et ce n'est pas un acte citoyen isolé. Qu'il vous souvienne, si vous voulez bien, petite digression. Oui. Je dis que ce n'est pas isolé parce que, vous savez, quand vous avez peut-être encore en mémoire les aventures qu'a connues la loi portant création de la CRIET, c'était la loi de 2018. Alors, cette loi avait été déclarée conforme à la Constitution. De concert avec certains années de la profession d'avocat, nous avions attaqué cette loi. Pas en tant qu'avocat, mais en tant que citoyen, exactement comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et d'aucuns ont dit non, c'est quoi, c'est fantaisiste. Mais vous allez voir par la suite, la Cour constitutionnelle, certes, a rejeté la plupart des arguments que nous avons développés,
mais nous a donné raison sur un point. Et c'est ce point qu'elle a déclaré contraire à la Constitution qui a entraîné ou provoqué la révision de la loi sur la criette. Et quand vous prenez cette loi, nouvelle loi portant révision de la première loi sur la criette, je le dis en toute humilité, mais c'est une copie-collée de notre requête en inconstitutionnalité de certaines dispositions de la première loi. Donc c'est pour vous dire que, bon, vous savez, la démocratie, c'est le seul régime au monde où, sous certaines réserves, vous avez, lorsque vous exprimez votre opinion, vous avez raison d'avoir tort. Hein, sous réserve que vous ne tombez pas dans l'emprise du droit pénal. Donc je trouve que bon, ces avis ne sont pas pertinents, ils ne sont pas fondés. Je ne suis affilié à aucun parti politique. Alors comment cette proposition de loi du député Hassan Seibou viole la Constitution selon vous? Écoutez, s'il vous plaît, je vais vous l'expliquer de façon prosaïque, puisque nous ne sommes pas devant une juridiction. Alors, vous savez, j'ai déjà entendu ou lu sur les réseaux sociaux que non, que la Cour n'est pas juge de l'opportunité et que le député Hassan Seibou exerce une prérogative constitutionnelle et que non, que la Cour ne peut pas connaître de ça. Mais ce n'est pas pertinent. Et la plupart de ceux qui émettent cet avis, ils n'ont pas lu la requête. C'est vrai qu'il serait un peu fastidieux de lire, ça fait une douzaine de pages. Et donc difficile à lire sur un téléphone portable. Donc je comprends que certains jugements soient actifs et n'aient rien à voir avec le fond. Alors, vous savez, je voudrais rappeler que il est vrai que la politique utilise le droit comme un instrument. Et il peut même fabriquer le droit à des fins qu'elle se propose. Ce qui donne l'impression que le droit est plutôt au service de la politique. Mais la politique, pour être légitime, doit se couler dans les lignes prétracées par l'ordre juridique. Et donc, le droit est au-dessus de la politique, en définitive. Alors, nous sommes dans un système juridique bien organisé, que certains spécialistes appellent la hiérarchie des normes. Au sommet du système, vous avez la Constitution et les normes à valeur constitutionnelle. Vous avez après les lois organiques, les lois en général, les règlements ou les textes réglementaires. Alors, la Constitution, qui est, selon l'un des grands professeurs publicistes de notre pays, la source suprême de l'exercice de toutes les compétences dans l'ordre administratif, cette Constitution a établi la Cour constitutionnelle sous deux catégories, bon, plusieurs catégories, en fait plusieurs types de compétences, dont je vais vous citer deux. La première, c'est que la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. La seconde, c'est qu'elle est l'organe régulateur. Et vous savez, parce qu'elle est l'organe régulateur et du fait de l'objet même de ce pouvoir régulateur qui est la régulation, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, elle est au-dessus de toutes les prérogatives et de tous les pouvoirs que des membres d'institutions peuvent tirer de la Constitution elle-même. Donc, vous estimez qu'elle doit priver le député de ses prérogatives? Non, elle ne prive pas. Elle doit l'empêcher? Elle ne l'empêche pas. Je vais vous expliquer, s'il vous plaît. Alors, dans l'exercice de ce pouvoir régulateur, la Cour prend des décisions. Et lorsque la Cour prend des décisions, vous savez, les décisions de la Cour ont non seulement ce qu'on appelle, en termes techniques, autorité absolue de la chose jugée, mais elles ont également force exécutoire. Et ce n'est pas gratuitement. Elles sont revêtues de cette puissance conformément aux dispositions de l'article 124 de la Constitution, qui disent que les décisions de la Cour sont susceptibles de recours et qu'elles s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, politiques, militaires et tout. Et pour vous expliquer, oui. Vous avez demandé, je ne sais pas si vous avez l'intention de dire quelque chose. Non, allez-y. Alors, vous avez demandé en quoi la Cour peut empêcher, ou du moins en quoi, bon, si vous voulez, je reprends vos termes, peut empêcher le député d'exercer une prérogative qu'il tire de la Constitution. Alors, vous savez, la force exécutoire qui est attachée aux décisions de la Cour a eu l'occasion par le passé de préciser son contenu.
Et elle a indiqué que cette force exécutoire astreint tous les destinataires ou les débiteurs des obligations contenues dans la décision à deux types d'obligations. La première, c'est que les destinataires de cette décision doivent exécuter la décision. Ça, c'est la première. La seconde, c'est qu'ils ne doivent rien faire en contradiction. Je reprends les thèmes de la jurisprudence constitutionnelle. Qu'ils ne doivent rien faire en contradiction avec cette décision. Et, vous savez, c'est l'interprétation de la force exécutoire qui est liée aux décisions de la Cour. Et lorsque les gens parlent d'opportunité, non. Et ce n'est pas une question d'opportunité qui se pose. En tout cas, ce n'est pas une telle question que nous avons déférée devant la Cour, mais plutôt la constitutionnalité de l'acte qui est posé par le député. Alors, sous ce rapport, parce que la décision doit être exécutée d'une part, et parce qu'elle ne doit faire l'objet d'aucune exécution contraire, quand vous prenez la proposition de loi en soi, la proposition de loi vient proposer un règlement d'un problème dont la Cour a déjà connu. Je vous ai rappelé les positions des présidents d'institutions que la Cour a invité de faire des observations lorsqu'elle s'est saisie d'office de la question. Et donc la question des parrainages ou la question des problèmes liés au parrainage pendant l'élection présidentielle d'avril 2026, cette question a été définitivement réglée par la décision. Et la Cour a tracé un couloir. Vous savez, lorsque la Cour trace un couloir, et comme je viens de l'expliquer, en vertu de la force exécutoire qui est intimement et fondamentalement liée à cette décision, vous devez le faire. Donc vous ne voulez pas vous intéresser même au contenu de la proposition de loi? Non, ce n'est pas ça qui est en cause, monsieur le journaliste. C'est la démarche du député. C'est l'acte. Et c'est l'acte qui viole. Et c'est en cela que je dis, ben, écoutez, on ne juge pas une requête, c'est un acte scientifique. On ne le juge pas de façade, il faut aller la lire. Voilà. Seulement que peut-être c'est le timing qui coïncide. Comment? J'ai pas compris. C'est-à-dire à la fois la décision de la Cour et l'initiative du député. Non, vous avez lu certainement l'acte qui a circulé un peu partout et que le bureau du groupe parlementaire de Bloc, en fait, BR, a confirmé, dont il a confirmé le dépôt. Vous avez lu l'acte. L'acte évoque le problème, est centré sur le problème du parrainage. Et il dit que ce problème ne peut être réglé, et qu'il dit d'abord que la Cour constitutionnelle n'a que réglé partiellement. Mais la Cour constitutionnelle ne règle pas partiellement un problème. Alors, si la Cour constitutionnelle règle partiellement un problème, vous allez vous retourner devant la Cour. Alors, lorsque la Cour trace une ligne, qu'elle soit fausse ou pas, je vais vous dire un truc. Lorsqu'une décision est impertinente au fond, et qu'elle est exécutoire, il y a un adage qui dit res veritate, res juridicatio pro veritate accipitu. C'est-à-dire que la décision juridictionnelle, lorsqu'elle est exécutoire, est tenue pour vérité, même si elle n'est pas vérité. Et donc, lorsque la Cour trace un couloir, dans les circonstances que je viens de vous relater, cette décision doit être exécutée. Et l'on ne peut rien faire contre. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle doit être exécutée et l'on ne peut rien faire en contradiction à la décision. Et si la Cour vous déboute? Eh bien, écoutez, ce que je fais là, c'est parce que nous sommes dans un état de droit que je le fais. Et vous avez vu que je viens d'évoquer l'autorité qui est attachée à la décision de la Cour. Si la Cour me déboute, je serai mécontent, évidemment, parce que je suis un être humain. Mais je n'ai qu'à vaquer à d'autres activités et attendre peut-être une autre occasion pour ressaisir la Cour, parce que le droit, c'est un dynamisme. Avez-vous une aversion pour la révision constitutionnelle? Bon, vous savez, lorsque vous m'aviez invité, j'ai pensé que ce n'est que de la requête qu'il s'agira. Je ne savais pas que vous allez me demander mes sentiments personnels par rapport même à l'idée de révision, mais je vais vous répondre. Puisqu'on parle de révision constitutionnelle. Oui. Vous savez, regardez un peu en arrière et demandez-vous, mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de projets de révision de la Constitution, cela crée beaucoup d'intérêt et beaucoup d'émotions dans l'opinion publique
que lorsqu'il s'agit de réviser les lois ordinaires. Et Dieu seul sait que s'agissant de lois ordinaires, il y en a eu un nombre important il y a quelques années. Demandez-vous pourquoi. Mais parce que c'est la Constitution. Et la Constitution, on l'appelle loi fondamentale. C'est la loi des lois. Et je peux vous dire, c'est notre vaudou national. Et dès lors, monsieur le journaliste, il conviendrait d'éviter, au-delà des enjeux politiques et même juridiques, de distiller dans l'esprit de la jeune génération et de la postérité un sentiment de banalisation ou de désacralisation de la Constitution. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et quand vous regardez, s'il vous plaît, regardez les citoyens béninois et les cadres qui soutiennent le principe de l'opportunité de la révision, regardez comment ils en parlent. Alors non, on veut juste enlever un petit truc. Non, on veut juste... Mais est-ce qu'au nom de la sacralité, on ne doit pas corriger les imperfections? Non, j'en viens. Une constitution, c'est une œuvre humaine. Mais c'est une œuvre humaine sacrée. Vous avez appris par le passé que même pour enlever une virgule de la constitution, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse. C'est vrai que c'est un propos qui peut-être est intervenu dans certaines circonstances, mais qui a une valeur fondamentale qui transcende. Parce que la Constitution, non. Et je vais vous dire, et ce qui choque, c'est justement la façon dont on fait la chose. On ne peut pas se comporter vis-à-vis de la Constitution comme on l'aurait fait vis-à-vis de n'importe quelle loi, non. Et lorsqu'il y a des choses qui sont un peu ambiguës, vous avez vu, la Cour constitutionnelle qui a été saisie de la question, elle n'a jamais dit qu'il faut aller voir la Constitution parce qu'on ne peut pas rendre la Constitution, on ne peut pas mettre la Constitution en harmonie avec le code électoral. Cela n'aurait aucun sens, ce serait le monde à l'envers et cela violerait le principe même de la hiérarchie des normes qui est cher à notre système juridique. Et donc, elle a dit, c'est le code qu'il faut réviser. Mais vous savez, on a l'impression qu'on veut réviser la Constitution pour la mettre en harmonie avec le code, ça n'a aucun sens. Juridiquement, ça n'a aucun sens. Et même philosophiquement, ainsi que je viens de vous dire, ça pose un problème. Mais lorsqu'on constate qu'il y a des imperfections dans la Constitution, alors, quelle est la démarche à adopter selon vous? Non, mais vous savez... Parce que lorsqu'on fait un diagnostic, les solutions à apporter à ce diagnostic parfois peuvent être diverses. D'aucuns peuvent estimer qu'on peut juste modifier le code de l'électoral, ça peut aller, comme d'autres peuvent estimer, d'autres acteurs politiques peuvent estimer que le problème est plus profond et donc il faut aller à la révision constitutionnelle. Pourquoi ne pas expérimenter également cette option, même si elle provient d'acteurs politiques susceptibles d'avoir des gains politiques au sein de cette initiative-là ou cette démarche-là? Non, vous savez, je ne prends pas, au-delà de ce que je viens de vous dire, position par rapport à ce débat. Parce que vous savez, la politique n'a pas de limite. C'est ce que j'ai compris en étudiant le phénomène. Les hommes politiques, ils sont capables, comme le dit un auteur, c'est la fin qui justifie les moyens chez eux. Mais le peuple doit être très éveillé. Parce que vous savez, si à tout moment qu'on peut éviter une révision de la Constitution, pourquoi ne pas l'éviter? Alors actuellement, parce qu'il ne faut pas toucher... Est-ce qu'il faut l'éviter pour l'éviter ou il faut parfois juger sa pertinence? Non, vous savez, parce on a comme l'impression que chaque fois qu'on évoque révision de la Constitution, on ne veut même pas entendre de quoi la question dit. Non, parce que d'abord, il y a la manière. Et parce que la Constitution, c'est notre vaudou. Et c'est normal que ça suscite, je vous l'ai dit. Pourquoi? Vous sentez, c'est naturel quand on parle de révision, mais les gens, il y a de l'émotion. Parce que c'est notre soubassement. Et on ne peut pas tout le temps toucher à la racine. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, « Egbegbo, sogbo, belopo zenomba ». En français? Bon, il ne faut pas trop faire tomber la jarre qui est faite en argile. Parce qu'un bon moment, ça va se fracasser. Et donc, il faut éviter, et c'est justement parce que, vous savez, je ne prends pas de position idéologique par rapport à est-ce qu'il faut le faire, non. Mais quand vous regardez, on n'a pas l'impression que c'est de la Constitution qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui choque. Wait and see, on va voir le sort que donnera la Cour constitutionnelle à votre recours en inconstitutionnalité. Merci à vous, Maître Ayodele Aounou. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un petit commentaire pour conclure. Et je veux vous dire un truc. Oui. Au-delà même de la pertinence juridique de mon recours ou des enjeux et des pressions qui peuvent peser sur la Cour de part et d'autre, vous savez, la Cour constitutionnelle a été établie par la Constitution elle-même comme le grand prêtre de ce vaudou.
Et si face à un projet qui risque d'entraîner ou qui est de nature à entraîner un risque sérieux de banalisation et de désacralisation de la Constitution, la Cour peut tirer de la Constitution elle-même ou des normes à valeur constitutionnelle pour préserver l'image de la Constitution, ne serait-ce qu'en soi. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous, Maître Ayodele. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes avocat au barreau de Cotonou. Vous êtes également, doctorant en droit public fondamental. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être passé sur ESAE TV. On se retrouve probablement après la décision de la Cour constitutionnelle. Ah ben, ça dépendra. Merci une fois encore. C'est moi qui vous remercie. Merci à nos amis internautes et à très bientôt. Merci.